L'anneau unique est détruit. Tout est fini à présent. Enfin, fini pas totalement, car les capitaines de l'Ouest sont encore aux portes noires, entourés d'ennemis, et nos 2 valeureux hobbits sont couchés sur le flanc de la montagne du destin, libérés de leur fardeau, mais sans espoir de retour. Les forces de Sauron sont sur le point d'être vaincues pour de bon, et il faut sauver les alliés qui peuvent encore l'être. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. Comment allez-vous, Cyril et FX ? Oh écoute, je suis enchanté d'être avec vous, enchanté que nous sommes enfin dans un monde où l'anneau a disparu. Oui, donc vous êtes soulagé de l'avoir détruit, cet anneau ? Ah, ma foi, oui, je sens un poids... Non, mais sinon ça va très bien, et c'est vrai que oui, on est dans un monde beaucoup plus lumineux, si je peux dire. Serein. Où l'eau est toujours polluée en Belgique, en tout cas dans certaines parties, mais nous n'avons plus d'anneau à nous soucier. Ça n'a pas changé, d'ailleurs, il faut que je m'achète un filtre à ozone inversé, non, c'est osmose inversée, je me suis renseigné, je ne veux plus m'empoisonner, je veux que mon eau courante soit saine, pas comme celle du Mordor. Et d'ailleurs, si des fonds des citernes. Si certains Belges nous écoutent, qu'ils sachent qu'ils peuvent, en tout cas à l'heure où nous diffusons ce podcast, à savoir début janvier, ils peuvent s'inscrire pour se faire dépister, faire des tests sanguins pour voir s'ils ont été contaminés par cette eau. C'est vrai ? Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Ah, c'est pas une blague ? Ah non, c'est tout à fait sérieux. Mais je moi... pense que c'est quand même plutôt dans une certaine région de la Belgique. Ah écoute. Mais peut-être que moi je pourrais m'inscrire. J'étais même pas au courant. Et moi je ne comprends toujours pas pourquoi on parle de ça, mais je suis très heureux. C'est intéressant, FX, c'est notre survie qui est en jeu. Peut-être que nous n'arriverons pas jusqu'au bout de ce podcast, qui sait... Attends, mon Dieu, tu craches du sang, Julien. Non, ça, c'est rien. Vite, appeler Aragorn. Ah, c'est pour ça la bonnette de ton micro, là, ça sointe, je me disais bien que ça... Non, je vais manger un peu de lambasse et ça va tout de suite aller mieux. Mais nous allons quand même un peu nous remotiver et boire de cette bonne eau filtrée que Cyril va nous apporter dans un instant, avec un petit café, merci Cyril, car nous n'avons pas encore fini notre aventure pour autant. Merci. Il nous reste plusieurs chapitres à parcourir, des retrouvailles à célébrer. Envoie les cookies. Aussi des amours naissants à découvrir dans quelques chapitres. Et puis des séparations à encaisser, ainsi qu'une ultime bataille pour sauver la comté, et peut-être aussi quelques tomates, Cyril, si tu veux bien. Si vous avez aimé votre voyage avec nous jusqu'ici et que vous comptez nous suivre jusqu'à la fin, pensez à nous suivre sur nos réseaux, nous partager autour de nous. Nous avons remarqué d'ailleurs que vous êtes de nombreux à nous rejoindre en ce début d'année 2024. Nous vous en remercions. Et du coup, ce message, nous allons vous le répéter encore. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et sur notre page Instagram. Nous envoyer des petits messages, nous en avons de plus en plus et nous vous en remercions. Et vous pouvez également nous laisser un don symbolique sur notre page Tipeee. Un grand merci d'ailleurs pour nos généreux donateurs et donatrices. Maintenant, replongeons-nous dans notre histoire et profitons des derniers événements qui accompagnent le retour du roi. Chapitre 14 : Les champs de Cormalen. Tout autour des collines, les armées du Mordor se déchaînent. Les capitaines de l'Ouest sombrent dans la marée montante. Aragorn se tient là sous sa bannière, comme perdu dans le souvenir des choses lointaines ou depuis longtemps passées. Et en haut de la colline se tient Gandalf. L'assaut du Mordor déferle comme une vague sur les collines assiégées. On entend des voix rugissantes et des fracas d'armes, mais tout à coup, comme si une vision était soudainement offerte à ses yeux, Gandalf se retourne, regarde vers le nord, dans les cieux pâles, puis il lève la main et crie d'une voix forte qui s'élève au-dessus du tumulte « Les aigles arrivent !» Et de nombreuses voix crient en réponse « Les aigles arrivent ! Les aigles arrivent !» Les armées du Mordor lèvent la tête et se demandent ce que cet augure peut signifier. Alors vient Gwaihir, le seigneur du vent, et son frère, Landroval, plus grand que tous les aigles du Nord, descendant formidable de Torondor l'Ancien, dont les airs étaient disséminés sur les pics inaccessibles des montagnes encerclant quand la terre du milieu était jeune. Derrière eux, en de longues colonnes rapides, viennent tous leurs vassaux des montagnes septentrionales, portés par un vent de tourmente. Ils piquent droit sur les Nazgûl, les faisant fuir aussitôt. Alors, les armées du Mordor hésitent, le doute les saisit au cœur, et leur rire s'éteint. Le pouvoir qui les conduisait et les nourrissait de haine et de furie vacille, sa volonté les abandonne, et regardant alors dans les yeux de l'ennemi, ils voient une lueur mortelle et sont saisis d'épouvante. Les capitaines de l'Ouest se mettent alors à crier, car leur cœur se gonfle d'un nouvel espoir au milieu des ténèbres. Tous les soldats s'élancent contre leurs ennemis flageolants, lances et épées en avant. Mais Gandalf lève les bras et appelle de nouveau d'une voix claire. « Arrêtez-vous, hommes de l'Ouest ! Arrêtez-vous et attendez ! Voici venue l'heure. »
Duel. Non. Ou des rires et des chants. Du thé. L'heure du... Vous l'avez deviné, l'heure du destin, évidemment. Ah, c'était ma 4e réponse. La terre se met à remuer sous leurs pieds. Puis d'un seul coup, loin au-dessus des tours de la Porte Noire, une vaste obscurité monte en flèche et jaillit dans le ciel dans un grand flamboiement. La terre gronde et tremble, les tours des dents aussi chancellent et enfin tombent. Le haut rempart s'écroulant, la Porte Noire est renversée et détruite. Et de loin, d'abord faible, puis montant jusqu'aux nuages, vient un roulement sourd, un rugissement, un long tonnerre retentissant et dévastateur. « Le royaume de Sauron n'est plus, dit Gandalf. Le porteur de l'anneau a accompli sa quête. » Alors, au sud, vers le pays du Mordor, une ombre noire s'élève, immense, impénétrable, couronnée d'éclairs, remplissant tout le ciel. Elle se dresse impérieusement sur le monde, tendant vers eux une vaste et menaçante main, terrible, mais impuissante, car tandis qu'elle se penche sur eux, un grand vent la saisit, et elle est entièrement balayée et se dissipe. Et un silence tombe alors. Alors voilà la fin de Sauron devant nos yeux. Intéressant à noter la volonté de Sauron disparaissant avec son esprit, avec son âme, par le vent, etc., étant détruit. Et bien, d'un coup, tous ces serviteurs sont relâchés de leur servitude, si on veut. Ça montre clairement le pouvoir de l'anneau. On se demande souvent quel est le pouvoir de l'anneau. Ici, on en a un bon exemple, hein, le pouvoir, la puissance de contrôler en fait des créatures par la pensée, en fait. Il arrivait, on le voyait dans les derniers épisodes, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il arrivait à contrôler, on disait qu'il contrôlait ses armées sans être là, vraiment en leur insufflant des idées, des pensées, des ordres, par la volonté simplement, comme ça, à distance. Et bien voilà, maintenant cette volonté se dissipe. C'est ce qu'aurait pu faire Sam s'il avait gardé l'anneau, était devenu le maître des jardins de la comté. Il aurait pu parler à ses fleurs à distance, leur ordonner de pousser plus vite ou dans telle et telle direction. Non, mais effectivement, c'est le pouvoir de l'anneau, c'est le pouvoir que veulent tous les hommes, la possibilité d'imposer sa volonté sur tout le monde, sur les gens, sur des armées entières. D'ailleurs, ça me pose une question de savoir que tous ces serviteurs et toutes ces créatures sont à la base des créatures, on va dire, de Morgoth, enfin, tu vois, qui, entre guillemets... Comment s'est faite la passation de l'un à l'autre? On sait que Sauron était déjà un capitaine, un lieutenant de Morgoth bien établi, donc je suppose que quand Morgoth est parti, il a repris le flambeau. Et est-ce qu'il a dû attendre d'avoir l'anneau avant d'avoir autant de prestance, ou est-ce qu'il a quand même fait pas mal de guerres avant même d'avoir cet anneau? Je pense qu'il avait un certain pouvoir de commandement, peut-être... Il avait quand même déjà un grand pouvoir de persuasion, de par ses formes. Ouais. Il a certainement son emprise sur ses armées et son contrôle a dû être juste plus important et amplifié. Avec l'anneau, quoi. Ouais, en sachant que l'anneau, il l'a construit en insufflant son pouvoir. Donc le pouvoir de l'anneau, c'est le pouvoir de Sauron de base. Mais ce que lui permettait l'anneau théoriquement, c'était pas de contrôler des armées, ça il aurait pu le faire sans, mais c'est de contrôler les autres anneaux et donc de ramener à lui-même les autres peuples de la Terre qui n'étaient pas sous sa gouverne. Et donc, à partir du moment où l'anneau est créé, une partie de son pouvoir est dans l'anneau fatalement et il en a besoin pour recouvrir toute sa puissance. Mais je suppose qu'avant, un peu, tu l'avais dit Julien la dernière fois, mais un peu à la manière des Horcruxes, peut-être qu'avant que l'anneau soit créé, son pouvoir entier était en lui. Mais il n'avait pas la capacité d'aller contrôler les elfes, etc. Ce qu'il a voulu acquérir grâce à l'anneau. D'ailleurs, avec les elfes, il n'a jamais vraiment su, vu que les elfes ont réussi à garder leur anneau caché. Mais d'ailleurs, donc, pour revenir là-dessus aussi, lors de sa mort, on va dire sa chute, il disparaît complètement. Je suppose que c'est un Maya, donc il va rester d'une certaine manière, mais sa forme physique, en tout cas, on peut considérer qu'elle est... Je pense qu'il rejoint un peu les dehors du monde, un peu à la manière de Morgoth. Ouais. C'est une bonne question. Est-ce qu'il erre Je sais que Morgoth, lui, quand il est détruit, il est enchaîné au-delà du monde. Donc il est jeté en dehors des frontières du monde, ça on l'a dit. Donc vraiment en dehors de l'univers, dans le vide, le néant absolu. Mais d'ailleurs, ce sont carrément les Valar. Les Valar qui le jettent là-bas. Oui, tout à fait. C'est les dieux qui le jettent hors du monde. Sauron, ici, est détruit non pas par des Valar
mais par simplement la destruction de là où réside une grosse partie de sa puissance, l'anneau. Et donc, sans ça, il n'a plus capacité à se maintenir en forme dans le monde physique. Donc, est-ce qu'il ne fait plus que partie du monde des spectres à partir de ce moment-là et qu'il n'a plus du tout la possibilité de revenir Alors, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que le corps de Sauron est complètement détruit lorsque l'anneau est détruit et que Barad-dûr s'effondre. C'est la représentation de sa forme physique au final, l'anneau. Donc, et tout ce qu'il reste de lui, c'est son esprit qui est condamné à errer en Terre du Milieu sans jamais pouvoir se réincarner, car tout son pouvoir et tous les objets, l'anneau dans lequel il avait été transmis, est détruit et ne peut plus réapparaître. Donc, on va dire qu'il est condamné à rester un fantôme, un fantôme en Terre du Milieu. Invisible qui ne pourra plus jamais reprendre de forme. À savoir, ceci dit, que Tolkien avait imaginé une suite. C'est vrai. Non pas avec Sauron qui reviendrait, mais avec en tout cas un pouvoir maléfique qui reviendrait. Tel un nouveau Sauron. Il avait fait un brouillon de quelques pages qui est accessible sur Internet. Bah oui, on en a déjà... J'en avais lu les pages, ça avait l'air assez intéressant, même si je trouve ça plutôt chouette que ça se termine sur le Seigneur des Anneaux et que ça reste un peu cette fresque finie et terminée et qu'on se dise que c'est potentiellement le passé de notre terre à nous. Mais ça pourrait être amusant en tout cas de s'imaginer qu'il y aurait une suite à ça. Bah oui, parce qu'on en a déjà parlé et justement j'ai un peu navigué là-dedans tout à l'heure et évidemment ça aurait été chouette d'avoir une suite et en même temps quand tu regardes ce qui se passe après, on arrive vite à la mort d'Aragorn et puis il n'y a plus grand-chose et donc plus d'elfes. C'est un peu comme la fin d'une série ou quoi, où quand ça finit tu vois, t'es un peu triste. Moi surtout je pense à Frères d'Armes, la fin de Frères d'Armes, c'est mon monde s'écroule avec eux et avec la fin de la série en tout cas. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aussi quand ça s'arrête ici. En fait, c'est la fin de la grande époque, c'est la fin vraiment de... Enfin, tu vois, tous les elfes sont partis, etc. Donc c'est vrai que je préfère me dire que c'est fini parce que sinon la suite serait vraiment dans quelque chose de très mélancolique. T'as pas envie de voir ce qui se passe pour les personnages après, mais tu veux garder ça par pour toi. Par contre, quand je pense que le mal en fait qui revient, c'est pas vraiment nécessairement sous une forme, l'une ou l'autre forme. Et je crois que c'est principalement pour ça que, de ce que j'en avais entendu, en tout cas que Tolkien a arrêté, c'est que pour lui, le mal allait inévitablement revenir sous d'autres formes. Peut-être que ce soit des gens qui allaient justement encore prier Sauron ou prier Morgoth, ou que ce soit d'autres formes de mal qui allaient revenir. Et je pense qu'il avait eu très vite la sensation que refaire encore une histoire sur le mal qui revient n'était en tout cas pour lui plus nécessaire. Donc c'est vrai qu'il y a encore plus de mélancolie. C'est ça. Il y a encore plus de mélancolie là-dedans. Quoi. Je crois qu'il n'avait pas envie de se dire qu'il allait encore infliger ça au monde qu'il avait créé, en sachant que dans l'histoire, les personnages sont conscients que le mal reviendra à terme. C'est-à-dire que déjà la prophétie de la fin du monde, on le sait que Morgoth lui-même doit revenir justement de l'extérieur du monde pour un dernier affrontement où il sera définitivement détruit. Donc ça c'est vraiment la fin des temps, hein, en gros, où tous les humains seront ramenés pour vaincre aussi Morgoth, tous les humains décédés en gros, et que ce sera Urin lui-même qui détruira finalement Morgoth. Donc on sait que le mal doit revenir. En plus, Gandalf l'a mentionné aussi, il y a de cela quelques chapitres, en disant que leur mission à eux, c'est de simplement, il disait ça à Denethor, je crois, de simplement réussir à vaincre le mal à ce moment-là, parce que à cette période-là, mais que ça ne valait pas pour toute l'histoire des temps. Il savait que le mal allait revenir un jour, mais qu'à ce moment-là, sa mission, c'était de permettre au monde de prospérer, de continuer. Et donc, ce truc-là dont tu parles, ce retour de Morgoth, c'est prévu pour quand? Il y a une date ou quoi? Parce que moi, vu ce que je dois payer pour les impôts, si on peut... C'était 2012 initialement, mais il y a eu un souci dans le calendrier de la comté. Je crois qu'il y a eu un décalage. Ouais, non, pas de date, mais en tout cas, c'est la fin du monde de la Terre du Milieu prévue. Parce que là, ça fait 6000 ans qu'on attend, ça commence à devenir un peu long. Mais imaginez, parce que limite je préfère le destin de Morgoth qui lui est hors du monde, que Sauron, il doit se balader dans la Terre du Milieu, il peut rien toucher, mais il peut tout voir. Tu vois, il essaie toujours un peu d'influencer. Allez, fais ça, non, arrête, va pas par là. Il va dans la salle de bain d'Aragorn et il regarde sur son trône ou quoi, il est là. Ça aurait pu être moi. Quand il mange des petites tomates, il est là. C'est bon tes tomates. J'aimerais bien une série sur Sauron après. Sauron qui se balade. Les ennemis prennent la fuite, et la puissance du Mordor se disperse comme poussière au vent, errant telles des fourmis stupidement, sans but, pour trouver l'engourdissement et la mort. Ainsi, les créatures de Sauron, orques, trolls, bêtes, subjuguées par un sort, courent çà et là comme des fous, et certains se tuent ou se jettent dans les fosses, ou encore fuient gémissant pour se terrer dans des trous et des endroits sombres, sans lumière, loin de tout espoir.
Mais les hommes du Rhûn, ou du Rhin, je ne sais plus comment on le dit, du Rhûn je crois, ou du Harad, orientaux ou sudrons, voyant la ruine de leur guerre et la majesté et la gloire des capitaines de l'Ouest, se rassemblent pour tenter de mener un ultime combat désespéré. Mais la plupart s'enfuient vers l'Est aussitôt, et certains jettent les armes et demandent grâce. Alors, Gandalf se tenant au sommet de la colline, appelle Gwaihir, le seigneur du vent, et ce dernier descend et se tient devant lui. « Par 2 fois tu m'as porté, Gwaihir, mon ami, dit Gandalf. La 3e fois sera la dernière, si tu es disposé. Je ne te serai pas un fardeau beaucoup plus grand que lorsque tu m'as emporté du Zirak-Zigil. Du Zirak-Zigil. Alors, très difficile à prononcer, le Zirak-Zigil, c'est le mont, un des sommets de la chaîne de montagnes où il y a Khazad-dûm, la cité des nains, et c'est là que Gandalf se retrouve après son affrontement avec le Balrog en haut de la tour de Durin. C'est là où il se chatouillait avec le Balrog, le Zirak-Zigili. Exactement. Et donc c'est là que Gwaihir a été le chercher après sa résurrection. « Je vous porterai où bon vous semblera, répond Gwaihir, fussiez-vous fait de pierre. Alors viens, et que ton frère nous accompagne, et quelques autres de tes gens qui soient les plus rapides, car il nous faudra filer plus vite qu'aucun vent, et plus vite que les ailes des Nazgûl. Le vent du nord souffle, mais nous volons plus vite que lui, dit Gwaihir. » Sur ces mots, il soulève Gandalf et s'envole rapidement vers le sud, et avec lui vient Landroval et Méneldor, jeunes et vifs. Et passant au-dessus de l'Oudoun et du Gorgoroth, ils voient tout le pays en bouleversement au-dessous, et devant eux, les feux du mont du destin vomissent leur colère. « Je suis content que tu sois ici avec moi, dit Frodon. Ici, à la fin de toute chose, Sam. »« Oui, je suis avec vous, maître, dit Sam, pressant délicatement la main blessée de Frodon contre son sein. Et vous êtes avec moi. Le voyage est fini, mais après tout ce chemin, je refuse d'abandonner. Je suis pas comme ça, pour ainsi dire, si vous me comprenez. Peut-être bien, Sam, dit Frodon, mais le monde, lui, est ainsi fait. Les espoirs meurent, une fin vient. Il n'y aura plus longtemps à attendre maintenant. Nous sommes perdus dans les ruines d'un monde qui s'écroule, et il n'y a pas d'issue. Enfin, maître, on pourrait tout de même s'éloigner de cet endroit dangereux, cette faille du destin, s'il faut l'appeler comme ça. Pas vrai? Allons, monsieur Frodon, descendons au moins le chemin. D'accord, Sam, si tu y vas, je vais te suivre. Ils descendent quelques mètres, mais rapidement un grand jet de fumée et de vapeur s'éjecte du volcan. La paroi du cône se fend, et une grande vomissure de feu se déverse lentement en une cascade ronflante sur le versant oriental de la montagne. Et les hobbits ne peuvent aller plus loin. Leur force mentale et physique est à son ultime déclin. Ils n'ont plus moyen de s'échapper. Ils sont sur une île bien éphémère au milieu du tourment de l'Orodruin. Autour d'eux, la terre est béante, des fumées s'exhalent de larges fissures et de profonds trous. Bientôt, ils seront engloutis. Une pluie de cendres chaudes s'abat sur eux. Ils se tiennent là, et Sam, tenant toujours la main de son maître, la caresse. « Quelle histoire on a vécue, hein, monsieur Frodon? J'aimerais l'entendre raconter. Vous croyez qu'ils diront « Voici maintenant l'histoire de Frodon Neufdoigt et de l'anneau du destin !» Et puis tout le monde se fera silence, comme on faisait nous à Fontcombe, quand il nous disait le conte de Beren, une main et du grand joyau. Je voudrais être là pour l'entendre. Et je me demande ce qui va arriver quand notre rôle sera terminé. Sam parle, sans cesse, afin d'éloigner la peur jusqu'à la toute fin. Mais alors Gwaihir les voit de son regard perçant et de sa vue clairvoyante portée par le vent sauvage et bravant le grave péril des cieux. Il tournoie dans les airs et fond sur eux, et durant sa chute, il voit les hobbits tomber, épuisés, suffocants par la chaleur et la fumée, ou terrassés enfin de désespoir, fermant les yeux devant la mort. Ils gisent côte à côte, quand sans savoir ce qui leur arrive, les voyageurs sont soulevés de terre et emportés au loin, hors des ténèbres et du feu. À son réveil, Sam est couché sur un lit moelleux, et au-dessus de lui se balancent doucement de vastes branches de hêtre à travers lesquelles passent les rayons du soleil. Tout l'air est empli d'un parfum complexe et suave. Il se souvient de cette odeur. Il est en Ithilien. Oh, ça par exemple. Oh, combien de temps ai-je dormi? Croyant avoir rêvé toute son aventure depuis la dernière fois qu'il a mis les pieds dans ce pays, il s'assied sur son lit, et il voit alors que Frodon est étendu auprès de lui, paisiblement endormi,
une main passée sous sa tête et l'autre reposant sur le couvre-lit. Sur cette main, l'annulaire est manquant. La mémoire lui revient. Ce n'était pas un rêve. Mais où sommes-nous ? Au pays d'Ithilien et à la garde du roi. Il vous attend. Eh bien, maître Samsagas, comment vous sentez-vous ? Gandalf se tient devant lui, vêtu de blanc, sa barbe brillant dans le scintillement du soleil à travers le feuillage. Le hobbit est partagé entre l'ahurissement et une immense joie. « Oh, Gandalf ! Je vous croyais mort ! Et je me croyais mort, moi aussi ! Mais est-ce que tout ce qui était triste va se révéler faux ? Qu'est-il advenu au monde ?» Une grande ombre est partie. Gandalf se met à rire, et le son de ce rire est comme une musique, comme de l'eau dans une terre desséchée, et comme Sam écoute, il se rend compte qu'il n'a pas entendu de son aussi joyeux depuis des jours innombrables, et il fond en larmes. Et puis ses larmes cessent, son rire jaillit, et il saute de son lit. Ça, c'est des retrouvailles, hein. Ah, Tu veux dire quoi sur cet annulaire ? j'ai l'impression que quelqu'un a retiré sa bague de fiançailles pour passer une nuit un peu torride. Avec le séducteur Gollum. Avec le- Ah non, Gollum n'est plus, mais... Maître, vous n'avez pas votre anneau. Chut, t'inquiète pas pour ça. Sam saute alors de son lit, tout heureux de retrouver Gandalf et de voir Frodon en vie. Comment je me sens ? Eh bien, je sais pas trop comment l'exprimer, je me sens... Mais comment va Monsieur Frodon ? C'est abominable, sa pauvre main. J'espère qu'il va bien. Il est passé par des moments bien cruels. Oui, je vais très bien, dit Frodon en s'asseyant et en riant à son tour. Je me suis rendormi en t'attendant, Sam, espèce de loir. Je me suis réveillé de bonne heure ce matin, et il doit être près de midi maintenant. Midi ? Mais midi de quel jour ? Le 14e de la nouvelle année, ou, si vous préférez, le 8e avril selon le calendrier de la comté. Mais en Gondor, la nouvelle année débutera toujours le 25 mars, jour de la chute de Sauron, et à 3 jours près, la date d'anniversaire de Cyril et Julien. C'est vrai, d'ailleurs, pétition pour que... Alors, je sais pas du Pétition tout pourquoi ? Où pars-tu, Cyril ? Je voulais dire Non, en fait, je voulais dire un truc qui n'avait aucun sens, mais ça ne marcherait pas du tout, j'ai compris ça. Tu trouveras peut-être quelque chose à dire par rapport à ça. Oui, mais c'est tout à fait notre anniversaire, le 28 mars, par contre. Si vous voulez nous faire un don Tipeee pour l'occasion. Oui, d'ailleurs. Mais Mon Dieu, mon Dieu. c'est vrai qu'on a presque... Nous tombons bien bas. Mais justement, je voulais dire un truc par rapport à ça. Justement, je n'ai pas trouvé la formulation de ma phrase, mais c'est vrai que nous sommes nés 3 jours après la destruction de l'anneau. Voilà, je mets ça là. Serions-nous d'une certaine partie une réincarnation de Sauron et de son pouvoir ? Ah, je ne sais pas, peut-être. Ou la promesse d'une aube nouvelle ? Fallait pas trop insister là-dessus parce que moi je vous préviens tout de suite, cette année je fête plus la destruction de l'anneau que votre anniversaire. Ah, d'accord. Comme ça vous le saurez. D'ailleurs, notre anniversaire est aussi celui de Lady Gaga, parce qu'elle a aussi un rapport avec Sauron. Bon, moi je trouve que c'est surtout l'occasion de rappeler que c'est la même date d'anniversaire que celle de Benjamin Castaldi, Ah. qui disons-nous est peut-être un peu plus C'est proche que... beaucoup mieux que Lady Gaga. Et Lady Gaga a joué Gollum beaucoup de fois dans ses clips d'ailleurs. Oh, dur. Très très dur. Mais je voulais revenir sur ces dates, effectivement. Donc, ils sont le 8 avril du calendrier traditionnel, donc quand même, et le 14 avril, le 14 jour de la nouvelle année, puisque à partir de ce moment-là, la nouvelle année sera le 25 mars en Gondor. Mais donc, quand même, 14 jours de coma. C'est quand même pas mal. Ah ouais, ça fait 14 jours qu'ils dorment. Ouais, Ouais, ok, 14 ok. jours de coma. Hein, Ah mais merci d'avoir trouvé l'info parce que j'ai cherché ça tout à l'heure. Bah, elle était sous tes yeux, dans le chapitre. Elle était Dans le en comté, chapitre, juste sous votre nez. Non, j'ai trouvé la date, mais j'ai pas trouvé la date. J'ai cherché sur internet, je me disais que. Enfin, en tout cas, d'habitude, je trouve généralement facilement des détails avec les dates. Là, je ne trouvais pas. Je ne trouvais que, en gros, ils ont dit il était mis en 3019, il se passe tout ça, mais il n'y avait pas les dates exactes. Bah là, comme le dit Gandalf, le 25 mars, c'est la destruction de l'anneau, et ils sont le 8 avril. Ah, ok, bah, donc, je l'ai vraiment raté. Voilà, 14 jours après. Et donc, quand même beaucoup, quoi. Bah, Un ouais, gros dodo. Bien mérité après cette traversée rocambolesque. Mais il sera dit plus loin que voilà, Aragorn a fait des pieds et des mains Oui, tout à fait. avec ses petits pouvoirs de roi guérisseur pour les ramener. Et c'est vrai qu'il est presque impliqué, enfin, il est presque fait comprendre que on les a ramenés de la mort. En tout cas, Ouais. on en a déjà parlé, Frodon qui lui est clairement à moitié spectre, si pas complètement spectre. Ouais. Sam peut-être moins, mais ils ont tous les deux quand même été ramenés de très loin, donc 14 jours ne me semble pas tant que ça. Non, puis Aragorn aura donné quand même un peu d'oxylococcinum et autres homéopathie, Mon Dieu, des granules d'arnica. un peu de sucre et de l'eau, quoi, tu veux dire. C'est ce que justement Gandalf précise, que le 25 mars, jour de la chute de Sauron, est aussi celui, le jour auquel le roi aura sauvé
Frodon et Sam du feu de la montagne du destin. Il vous a soigné et maintenant il vous attend. Vous mangerez et boirez avec lui. Je vous conduirai auprès de lui quand vous serez prêts. Le roi ? Mais qui est le roi ? Le roi du Gondor et seigneur des terres de l'Ouest. Il a repris tout son ancien royaume. Je chevaucherai bientôt vers son couronnement, mais il vous attend. Et Gandalf a toujours bien aimé le suspense et les devinettes. Tonton Cliffhanger. Puis Gandalf leur tend les mains, et il voit que l'une de ses mains resplendit de lumière. « J'ai apporté vos 2 trésors. On les a trouvés sur Sam quand vous avez été sauvés. Les présents de la dame Galadriel. Votre fiole, Frodon, et votre boîte, Sam. Vous serez heureux de les revoir. » Quand j'ai lu ça dans le chapitre, je sais pas pourquoi, alors que c'est débile évidemment, je sais pas pourquoi cette pensée m'est venue, mais je me suis dit, il va leur montrer l'anneau. J'ai dit à Gandalf, je fais, c'est moi qui l'ai. Il a pas du tout été détruit. Et là, en un coup, tu reviens en arrière et tu te rends compte que juste c'est Sam qui était dans le coma depuis que Gollum l'avait assommé. Et que tout est condamné à refaire. Puis après, il sort de la pièce et il se rend compte qu'ils sont dans le royaume maléfique de Gandalf. Tu vois, Ou alors, oui, ça aurait été plutôt beau qu'ils leur ramènent leur casserole, mais enfin bon, chacun ses priorités. Ah, c'est vrai. Je crois, ouais. Ces casseroles qui sont toujours en Mordor, peut-être que des orques dissidents les ont retrouvées. Se font un petit lapin. C'est vrai que c'est à se demander si Sam préférait ces casseroles à ces petites épices, enfin à ces petites graines surtout. Après s'être lavés, vêtus et avoir pris un léger repas, les hobbits suivent Gandalf. Ils sortent de la forêt à hêtres dans laquelle ils ont dormi et passent sur une longue pelouse verte, bordée de majestueux arbres aux feuilles écarlates. Ils entendent le son d'une cascade, et un ruisseau descend devant eux entre des rives fleuries, jusqu'au moment où ils arrivent à un bois au bout de la pelouse. Ils passent sous une voûte d'arbres et parviennent à une clairière. Ils ont la surprise d'y voir des chevaliers en brillantes cottes de mailles et de grands gardes en argent et noir, qui les accueillent avec honneur et s'inclinent devant eux. Ils arrivent à une grande étendue verte, au-delà de laquelle coule une large rivière. De nombreux navires sont mouillés près de ces rives. Sur le terrain où ils se tiennent à présent, une grande armée est rassemblée en rangs étincelants au soleil. À l'approche des hobbits, les épées sont tirées, les lances agitées, les cors et les trompettes sonnent, et les hommes crient avec un grand nombre de voix et en de multiples langues. « Vive les Sommium! Louez-les! Quio ip ferian anan! Anglarni perianat! Frodon et Sam Sagas! Dor Aberael! Conin en Anun et Eglerio! A laetate! Laetate! Andave lat... » Oh, merci, Julien. C'est compliqué. Les porteurs de l'anneau, louez-les. Il crie plein de choses. Dans une langue particulière. Dans une langue très spéciale. Bah, c'est justement, c'est du gobelin, c'est parce qu'en fait, ils sont toujours en Mordor. Tout cela n'est qu'illusion. Ils ont dit amener 3 pintes et 2 shots. Ils louent en tout cas les 2 hobbits pour leur service rendu au monde des hommes. Mais une chose que tu n'as pas gardé dans ton résumé là, mais que je trouve marrante à préciser, c'est quand même que en fait là, en sortant de leur lit, ils n'ont pas de quoi s'habiller, et Gandalf leur dit de remettre leur vieille loque. C'est génial. Ils disent leur guenille d'orque, etc., qu'ils avaient durant leur voyage. Ils leur disent c'est comme ça qu'on va vous rendre honneur. Et du coup, les pauvres, tu sais, ils viennent de passer 14 jours tout nettoyés. Ils sont tout crasseux. Et ils doivent reprendre leurs vieux trucs. Tu sais, c'est comme si tu viens de finir une grande balade, tu sais, dans la boue, où tous tes trucs sont secs. Tu prends ta douche et on te dit remets ton pantalon plein de boue maintenant. Non. T'es Gandalf là. Si, tu vas le remettre. Tu remets tes vêtements après 5 jours de festival dans la poussière et la chaleur. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, enfin c'est drôle, et je suppose qu'ils ont été nettoyés parce qu'on voit qu'ils ont été pliés, qu'il y a cette espèce de respect en fait des comment je perds le mot, mais des artefacts qui ont été utilisés, un peu comme on garde littéralement chaque centimètre carré d'objets qui ont été sur la Lune. C'est drôle de voir que... Oui, sauf qu'on n'a pas vraiment été sur la Lune. Oui, pour ça c'est un autre débat, mais qu'ils ont le même respect en fait pour ça, et même après on le verra plus loin, que ces vêtements seront récupérés et vont être stockés, j'imagine c'est quelque part dans la bibliothèque ou dans un espèce de musée de Minas Tirith, et je trouve ça au final hyper mignon. Mais Gandalf le dit, ces vêtements seront, je sais plus c'est quoi le terme qu'il utilise, mais ils seront mis à l'honneur, ou ils seront sacrés en fait à partir de ce moment-là, ces vêtements-là. C'est vraiment les vêtements qui ont été jusqu'à la montagne du destin. Je crois que dans quelques milliers d'années, les gens se demanderont si c'est vraiment les vêtements portés par Sam et Frodon. Alors, et on fera vous des avez tests. devant vous la chaussette de Sam Gamgee. C'est un faux, je peux le prouver. Elle porte encore l'odeur.
Frodon et Sam s'avancent ensemble vers 3 hauts sièges faits de gazon vert, disposés au milieu d'une grande armée qui les acclame. Derrière ces sièges se dressent les étendards du Rohan, cheval blanc courant librement sur fond vert. Et non, il n'y a pas d'effets spéciaux là-dedans, c'est juste un fond vert comme les champs. La bannière de Dol Amroth, signe blanc voyageant sur la mer, et au milieu, un arbre blanc fleuri sur un champ de sable, sous une couronne brillante et 7 étoiles scintillantes. Sur le trône est assis Aragorn, en cotte de maille, son épée posée sur ses genoux. À sa vue, Frodon et Sam courent à sa rencontre. « Alors ça, si ce n'est pas le couronnement de tout, grand pas où je rêve toujours !» dit Sam. « Il y a longtemps, n'est-ce pas, d'ici Brille, où vous n'aimez pas mon aspect. Loin pour nous tous, mais votre route a été la plus sombre. » Et à la surprise de Sam, le roi plie le genou devant eux et les prenant par la main, les mène aux 2 trônes de part et d'autre du sien. « Louez-les, avec de grandes louanges !» crie-t-il. Les cris de joie se font entendre jusqu'à l'arrivée d'un ménestrel qui s'agenouille à son tour. « Oyez, seigneurs et chevaliers, d'une vaillance sans tache, rois et princes, loyal gens de Gondor, cavaliers de Rohan, et vous, fils d'Elrond, Dunedain du Nord, elfes et nains, grands cœurs de la comté, et vous tous, gens libres de l'Ouest, écoutez maintenant mon chant, car je vais vous chanter Frodon aux 9 doigts et l'anneau du destin. » Sam éclate de rire. « Ah, grande gloire et splendeur, et tous mes désirs se sont réalisés. » Alors oui, on n'avait pas repris ça non plus dans la partie d'avant, mais c'est en fait... le nom de la chanson est suggéré par Sam quand ils sont encore dans le lit. Tu l'as dit, toi ? Il dit carrément ce titre-là. Il dit, j'ai pas capté. Imaginez... Quand on parle de l'histoire de Frodon et aux 9 doigts. Ouais, il dit exactement le titre que le ménestrel dit maintenant. Donc évidemment, Sam est d'autant plus content que non seulement la chanson existe bel et bien, mais qu'elle reprend son titre. Bon, j'aurais pas pris ce titre-là, moi, mais... Frodon aux 9 doigts. C'est vrai que le gars a quand même traversé tout le continent pour aller détruire l'arme la plus puissante pour finalement... se faire appeler Frodon aux 9 doigts. Et pas Frodon le Vaillant ou Frodon le Terrible, je sais pas. Alors, Frodon aux 9 doigts. Moi je trouve que c'est surtout oublier la contribution généreuse du séducteur, du feu séducteur Gollum et de son pagne maléfique. On le aurait pu être mentionné pas dans le titre. Ouais. Et sur ce, Sam pleure et toute l'armée fait de même. La voix du ménestrel s'élevant au-dessus des rires et des larmes. Il chante en elfique, puis en commun, s'adressant à tous. Enfin, midi approche, le chant du ménestrel touche à sa fin et ils partent manger. Entre-temps, Sam et Frodon vont se changer et reçoivent du linge propre, enfin. Gandalf leur apporte d'art, la cotte de mithril de Frodon, la cape de Lorien de Sam, réparée de ses souillures, et l'épée que Sam avait déposée près de Frodon, à Cirith Ungol. « Je ne désire pas d'épée, dit Frodon. « Cette soirée, au moins, vous devriez en porter une, répond Gandalf. « D'art, je te l'ai donné, Sam. »« Oh, non, maître, Monsieur Bilbon vous l'a donné à vous, et il va avec la cotte d'argent. Oh, il ne souhaiterait pas l'avoir portée par quelqu'un d'autre que vous. » Frodon cède vite, et ils laissent tous deux Gandalf attacher leur ceinture et leur déposer un bandeau d'argent sur la tête. Ils se rendent enfin au festin, s'asseyant à la table d'Aragorn avec Gandalf, le roi et Homer, le prince Imraïl et tous les principaux capitaines. Gimli et Legolas sont également là. Puis, deux écuyers font leur apparition, et ils semblent bien jeunes pour être dans une armée remplie d'hommes aussi puissants, mais il ne faut pas longtemps à Sam pour les reconnaître. Oh, regardez, monsieur Frodon! Oh, regardez! Oh, bien ça alors! Oh, si c'est pas Pipin! Enfin, monsieur Peregrine Took, devrais-je dire! Et monsieur Merry! Oh, mais comme ils ont grandi! Oh, par exemple! Mais je vois qu'il y a d'autres histoires que la nôtre à raconter. Oui, et nous commencerons à les raconter dès la fin de ce festin. Pour le moment, Merry et moi sommes occupés. Nous sommes chevaliers de la Cité de la Marche, comme vous pouvez le remarquer. Pendant qu'il y en a qui se bourrent la panse, il y en a deux autres qui sont là, qui sont obligés de travailler, qui doivent se dire « Oh, mais pourquoi on a fait serment ? Pourquoi on a fait serment ?» Et en vrai, c'est vraiment étrange qu'il y ait dans les deux, bon, c'est tous les deux, ils ont tous les deux fait des belles choses, mais il y en a quand même un des deux qui a participé à la mort du roi sorcier Angmar, et qui se retrouve à servir les pâtes. À servir c'est ça. Encore un peu de vin rouge ? Oui. Oh, pardon. Mais vous savez, au début, je faisais aussi partie de la communauté. Ouais, c'est ça, allez, encore un peu, là. J'ai participé à la mort du roi Angmar. Allez, ramène. J'ai pas entendu parler de toi dans la chanson du Ménestrel, alors... Non, mais c'est vrai que le traitement des nos deux pauvres camarades ici est un petit peu... Ah, ils ont prêté serment. Ils ont prêté serment, c'est vrai. Par contre, j'ai revérifié dans le texte, mais ils disent qu'ils sont tous deux chevaliers de la Cité de la Marche.
C'est donc la cité du roi, enfin c'est l'armée du roi, ça la marche. Oui. Pourtant... Pipin ne l'est pas, normalement. Pipin il ne est l'est pas, oui. Il a plutôt prêté citadelle serment du Gondor, ouais. Donc voilà, je sais pas. Étrange. Peut-être qu'il a prêté serment entre-temps, ou peut-être que... Ouais. Il est encore... Aragorn a dit à bah non, il sait plus Théoden, hey Homer, s'il te plaît, prends-le là. Prends-le celui-là. Le petit dernier là. Et il est lourd, il me colle au basque. Tu sais pas, la dernière, il a dit qu'il voulait se faire enterrer à côté de moi. Il le sera. Et Pour ceux qui ne le savent pas, ouais. les deux, deux d'ailleurs. seront enterrés à côté d'Aragorn. Pauvre Arwen, t'imagines se Et voler sa Arwen, on la place met où par- Oh, mettez-la plus loin là-bas. À la fin de la journée, Frodon et Sam s'asseyent sous un bel arbre de l'Ithilienne et parlent longtemps dans la nuit avec leurs 2 compagnons hobbits, Gandalf et plus tard Legolas et Gimli. Ils apprennent beaucoup sur ce qui est arrivé à la compagnie après la rupture de leur communauté à Parsgalen, près de la chute de Rhoros, donc en soi là où notre cher ami Boromir est décédé. Mais orques, arbres parlants et cavernes scintillantes font flancher Sam sous cette montagne d'informations, et malgré tout, ce dont il n'arrive pas à s'accommoder, c'est la taille de ses 2 amis, Merry et Pipin. Il les fait mettre dos à dos avec Frodon et lui. « Oh, je ne peux pas comprendre cela, à votre âge. Mais il ne fait aucun doute que vous mesurez 3 pouces de plus que vous ne devriez. Ou alors c'est que je suis un nain. » À ça, Gimli dément fervement, évidemment, mais il rappelle qu'on ne peut boire des boissons d'Ent en tant que mortel et s'attendre à aucun autre effet que celui d'une simple bière. « Des boissons d'Ent ?» s'interroge Sam. « Oh, voilà, vous parlez encore d'Ent. Mais ce que c'est ça, ça me dépasse. Ah, il faudra des semaines pour me mettre toutes ces choses au clair. »« Des semaines pour le moins, répond Pipin. Et puis il faudra enfermer Frodon dans une tour de Minas Tirith pour qu'il mette tout ça par écrit. Autrement, il en oubliera la moitié et le pauvre Bilbon sera terriblement déçu. » Gandalf rappelle, comme je le disais plus tôt, que Aragorn, de ses mains de roi guérisseur, a mis tous ses pouvoirs à l'œuvre pour les sauver de la mort dont ils étaient très proches, et il est maintenant grand temps de se reposer. Et pas seulement pour ça, mais Frodon, mais pour vous aussi, Pipin. Je vous aime, ne fût-ce que pour toutes les peines que vous m'avez coûtées. Je n'oublierai jamais la façon dont je vous ai trouvé sur la colline. Sans Gimli le nain, oui, vous auriez été perdu. Je connais maintenant l'aspect d'un pied de hobbit, fût-il la seule chose visible sous un tas de corps d'orques. Et quand je vous eus dégagé de cette grande carcasse, je m'assurai que vous étiez mort. J'aurais pu m'en arracher la barbe, et ce n'est qu'hier que vous vous êtes levé et que vous êtes sorti pour la première fois. Allez au lit maintenant, et je vais y aller aussi. Et moi, ajoute Legolas, je vais aller me promener dans les bois de ce beau pays, ce qui est un repos suffisant. Dans les jours à venir, si monseigneur Elphick le permet, quelques-uns des nôtres viendront s'installer ici, et quand nous arriverons, il sera béni, pour quelque temps. 1 mois, une vie, un siècle d'hommes, mais l'Anduin est proche, et l'Anduin mène à la mer. Sur ces mots, Legolas s'éloigne, descendant la colline, chantant une chanson sur la mer. Désolé, mais Ouais. ce départ de Legolas, ça me fait penser à un gag dans Les Simpsons. Ah ouais Oui, c'est juste Legolas parle, il dit un truc, puis il commence à chanter, et il se s'en va. barre. Qu'est-ce qu'il a, Legolas? Bah, ça fait 3 semaines qu'il arrête pas de parler de la mer, là. Bah, juste, lui, en fait, Legolas, dans sa tête, il est dans un clip super stylé, Ouais. un peu edgy. J'ai pris la grand voie. Tu as soif, Legolas? Comme l'eau de la mer, je m'épanche à travers Oh, les ça collines. recommence. Oh là là. Eh, Legolas, tu ferais bien une partie de foot? Comme les oiseaux au loin. Les goélands sur l'océan. Ah, Legolas. Oh, j'ai Non, connu mais une oui. femme un jour qui était muette. Mouette, comme la mer. Non, mais en tout cas, ce passage, vraiment, ouais, c'est un peu. C'est à la limite du cringy, quoi, de notre cher Legolas. Mais tout ça pour revenir là-dessus, c'est que. Donc. L'Ithilienne va être donnée à Faramir, hein, mais Ouais. on en avait déjà parlé. Legolas va venir habiter ici aussi pendant un bon petit temps, c'est ça? Alors, j'ai plus l'info s'il va en Ithilienne complètement. Il va se balader, Legolas. Il va faire un peu tout. Il va aller visiter la forêt noire. Il va aller avec Gimli dans les. Donc, avec Gimli dans la forêt noire. Il va aussi aller dans les montagnes de. Il va retourner chez Gimli aussi. Il va se balader pendant Il un va petit temps. retourner Et puis il partira. à Fort-le-Corps aussi. Il partira avec Gimli plus tard. Donc là, c'est juste des elfes qui vont venir pour bénir l'endroit. Et, Oui, c'est ça. C'est ça, ouais, ok. Oui, je suppose qu'il y a plein de délégations qui vont affluer d'un peu partout. Ouais. Les autres partent également, et Frodon et Sam vont se coucher. Au matin, ils se lèvent, pleins d'espoir et de paix. Ils passent plusieurs jours en Ithilienne. Le champ de Cormalen, où l'armée est maintenant installée, est situé près d'Enet Hanoun,
donc Enetanun, on connaît bien, c'est là où notre cher Faramir a découvert nos 2 compagnons avec, à l'époque encore, Gollum, dans cette magnifique grotte. Personnellement, mon passage préféré du livre. La nuit, on peut donc entendre la rivière couler depuis ses chutes, descendre dans l'Anduin, près de Caer Andros. Dans les jours qui suivent, les hobbits se baladent et visitent, Sam espérant revoir un olifant, avant d'apprendre que nombre d'entre eux ont été abattus lors de la bataille des champs de Pelennor, ce qui le rend profondément triste. Ah, enfin, on ne peut pas être partout à la fois, je suppose. Oh, mais j'ai manqué beaucoup de choses, à ce qui me semble. J'aime bien quand même que le gars est littéralement le personnage principal de la plus grosse des quêtes de toute la guerre. Et merde, j'aurais quand même bien voulu être là-bas pour voir d'autres trucs. Tout ce qu'il a vu, c'est des cailloux. Mais c'est vrai que tout ce qu'il a vu, lui, c'est des cailloux, quoi. Cailloux de la fin de la solitude. Allez, un olifant au loin. Et une grosse araignée. Oui. Et enfin, l'armée se prépare à rentrer à la capitale, Minas Tirith. Car il y a encore des blessés qui sont là. Les troupes de Gondor sont encore occupées à terminer les Orientaux et les Sudrons. Et ils doivent mener de durs combats pour en venir à bout. Et il y a aussi ceux qui sont entrés dans le Mordor pour détruire les forteresses du pays du Nord, quoi. Donc je suppose qu'après la chute de l'anneau, la guerre n'est pas finie complètement. Il y a encore plein de... il faut aller nettoyer les cités, les trous d'orques. Mais finalement, alors que le mois de mai tire à sa fin, ils se mettent en route, descendent l'Anduin de Caer Andros jusqu'à Osgiliath, il reste une journée. Le lendemain, arrivent au champ vert de Pelennor, où ils revoient les tours blanches sous le haut Mindolluin. Et là, au milieu des champs, ils dressent leur tente jusqu'au matin. Car c'est la veille de mai, et le roi va faire son entrée au soleil levant. Il sait ménager ses effets. Oui. C'est pas la première fois en plus qu'il reste juste dans une tente devant la ville en mode, avec tout le monde qui a eu vent du retour du roi et qui sont là. Bon, il vient ou il fait quoi là? Aragorn, il faudrait rentrer maintenant. Non. Encore 2-3 jours. Je ne suis pas sûr de ne pas affecter la politique de la cité. Mais Aragorn, il n'y a plus de droit. Non. Avec les Legolas à côté. La mer. Le temps n'est pas encore venu. Les mouettes. Le temps n'est pas. Je crois surtout qu'il est. C'était une magnifique troupe. Je pense surtout qu'il est avec son petit baffle dans sa tente. Il a mis la musique des Who. Il baisse ses lunettes de soleil et il attend quel soleil pour apparaître et faire son entrée. Yeah. Avec une petite explosion derrière. Avec cette petite explosion. Oui. Le moment n'est pas encore arrivé, je vous le promets. En tout cas, voilà un chapitre de transition, comme il va y en avoir quelques-uns d'ici la fin. Ce qui est amusant, c'est que nous nous trouvons avec Aragorn déjà aux portes de la ville, alors que dans le prochain chapitre, nous allons revenir de nouveau un petit peu en arrière, car nous allons rejoindre à ce moment-là Faramir et Éowyn, qui seront dans le prochain chapitre de nombreux jours même auparavant, car ils seront encore dans l'attente de nouvelles des capitaines de l'Ouest, et qu'au moment où nous allons les rejoindre, l'anneau ne sera pas encore détruit. C'est assez amusant de voir que même une fois que la grande résolution est arrivée, Tolkien nous fait encore un peu revenir en arrière. Donc, on revient 19 jours en arrière. C'est ça. Ouais, pas plus 20 jours en arrière. C'est pas si important que ça au final à ce stade-ci. Non, mais ça marque vraiment son intérêt un peu historique du bazar, quand il a envie de donner tous les détails de tout ce qui se passe à tous les endroits. Même si c'est fait, on sait ce qui va se passer. Il a quand même, c'est important pour lui quand même d'aller montrer le destin de Faramir et d'Éowyn, de vraiment expliquer ce qui s'est passé. Ça reste des personnages très importants dans l'histoire. Mais il aurait pu le faire avant. Je retire juste ce que j'ai dit, c'est pas du tout 19 ou 20 jours en arrière, vu qu'il y a c'est 20 jours en arrière par rapport au moment où Sam et Frodon se sont réveillés. Oui, donc c'est presque un mois. Et encore après le temps où ils sont restés en Ithilien. Donc voilà, je n'ai très pas longtemps. le compte exact, mais c'est vrai qu'on revient. Nous allons les retrouver, Éowyn et Faramir, juste après que les capitaines de l'Ouest soient partis pour rejoindre la Porte Noire et affronter les armées de Sauron. En tout cas, ça fait du bien de voir Sam et Frodon traités en héros. Dans ce chapitre, il y a beaucoup fait mention de louanges. On n'arrête pas de dire il faut les louer, il faut faire des louanges envers Sam et Frodon. Ils sont acclamés, on chante des chants pour eux. Leurs costumes, leurs tenues sont mis au rang d'artefacts quasi sacrés. Mais je pense que tu as mal interprété le chapitre.
lorsqu'ils disent qu'il faut les louer, c'est plutôt louer leurs services, tel Faramir et tel Merry et Pipin, pardon. À savoir de les utiliser comme échansons pour qu'ils viennent servir le vin, les Ils sont cerises. efficaces pour chaque mission difficile. Un hobbit, allez, prenez-les, louez-les. Non, mais vraiment. Et ils sont forcés par Gandalf de porter leur guenille jusqu'à leur retour en comté. Oh, tu vas pas avoir un autre vêtement là, Et franchement. Gandalf, j'ai froid, ça sent mauvais. Ta gueule. Tu vas me rapporter beaucoup d'argent. La Vous cause de avez- ton oncle, tout ça est Vous avez arrivé. prouvé votre valeur pendant toutes ces quêtes. Plus sérieusement, non, ils sont fort loués et ça fait du bien de les voir un peu mis comme ça à l'honneur. D'ailleurs, pour les petits, ceux qui n'ont vu que les films, c'est à ce moment-là, on l'a pas explicité clairement, mais il y a Frodo, c'est Aragorn qui s'agenouille devant eux. Ils sont étonnés d'où est tirée cette fameuse scène que l'on voit dans les films. Ouais, le couronnement qui se fait tout en haut de Minas Tirith dans Ouais. les films, donc pas du tout comme Mais là, dans il les n'est pas encore livres, couronné, Aragorn. Hein. Il n'a pas encore sa couronne. Ah oui, c'est Donc vrai. il est Parce il a son qu'on appelle trône, ça, mais il est- on appelle ça quand même. On n'a pas dit mentionné du tout. Oui, non, c'est vrai. En gros, il est sur là, ils sont à Lithilien, donc il est Ouais, sur un ouais, trône ouais, à non. Lithilien, mais il est dit qu'il n'a rien sur la tête. Il n'a Non, pas c'est encore vrai. de couronne. Mais il je n'est sais pas pas encore pourquoi j'ai l'impression qu'au sorti de- début du chapitre, on fait mention d'un couronnement, et puis on arrive sur ces trônes, mais c'est vrai qu'on n'en parle plus, mais peut-être moi qui me trompe. C'est eux qu'on couronne d'une certaine manière, parce que quand on va leur donner une nouvelle tenue, on les sertit d'un. Mais c'est on Gandalf dit qui leur met d'un- ça, un- je sais plus c'est quoi le un terme. bandeau qu'on utilise. d'argent. Ouais, un bandeau d'argent sur la tête. C'est dans le prochain chapitre, l'intendant et le roi, que la passation se fera de manière plus nette. Ouais. Et que Frodon, notamment, Ouais, ouais. verra Arwen. Mais il y a Une déjà dernière quelque fois. chose ici d'assez officiel, évidemment, avec tous Voilà, les... oui, oui. Il a enfin pris sa place de roi. Bah, il l'a déjà pris au moment de la bataille. Il a été. Et au moment où il a Bien guéri. sûr, bien sûr. Mais tu vois, lui qui ne voulait pas rentrer dans la cité, Ouais. enfin, tu vois, etc., pour garder un peu la concentration sur la bataille, ici, il est clairement sur le trône, avec ses tout à fait. capitaines, etc., à côté de lui. Donc, En tout cas, avant de finir cet épisode, je vous propose de répondre à quelques questions. On a reçu pas mal de questions ces derniers temps et il y en avait 3 dont j'avais envie de parler. Alors, déjà la première. Déjà, le message est trop mignon. Parce que c'est un message de Lily. Lily qui a 13 ans et qui nous a envoyé un email. Et je vais lire cet email parce que je l'adore. Elle nous dit: Cyril, Fix et Julien, je m'appelle Lily, j'ai 13 ans et je suis fan de votre podcast. Il me permet de comprendre plus en détail le Seigneur des Anneaux en l'analysant, etc. Et vous me faites bien rire. Ce livre est, depuis que je l'ai lu, mon livre préféré. Eh bien, tu as de bon goût, Lily. Surtout que ça ne changera potentiellement jamais. Ouais. Et elle rajoute entre parenthèses: et je suis un peu en pamoison devant Legolas aussi. Eh bien, nous aussi. Ah T'inquiète pas, quand j'avais 13 ans et que je regardais les films, je me posais beaucoup de questions. Et j'aime bien le redécouvrir autrement avec vous. Dans un épisode précédent, vous avez raconté l'histoire de Beren et Luthien avec le destin d'un Silmaril. Je voulais savoir que sont devenus les autres, toujours accrochés sur la couronne de Morgoth. Merci, à bientôt, Lily. Eh bien, merci Lily pour ton message, ça fait très plaisir. Et en fait, c'est très simple ce qui s'est passé avec ces Silmarils. Donc, je vous rappelle en 2 mots. Hein, donc, je vais expliquer l'histoire de Beren et Luthien. Donc Beren et Luthien vont récupérer un Silmaril qui, de fil en aiguille, va être transmis à Erendil. Erendil qui va aller chercher les Valar pour ramener toute la cavalerie des dieux en Terre du Milieu pour vaincre une bonne fois pour toutes Morgoth. Et il va y avoir la guerre de la Grande Colère, comme on l'appelle, une énorme guerre qui va se voir affronter les armées de Morgoth et Morgoth lui-même contre tous les habitants de la Terre du Milieu à ce moment-là, en tout cas du Beleriand plus précisément, donc l'ouest de la Terre du Milieu, qui va être englouti à la fin de cette guerre. Morgoth va être vaincu et jeté hors des confins du monde, et les Silmarils sur sa couronne vont être récupérés tout simplement par les Valar, par les dieux. Les Silmarils vont être donnés à un Maillard qui s'appelle Eonwë, qui est un héros de Manwë. Manwë étant donc un Valar, un des dieux principaux. Eonwë est un Maillard au même titre que Gandalf, par exemple. Maya d'ailleurs. Un Maillard d'ailleurs au singulier. Si jamais vous voulez un petit... Enfin, au pluriel, c'est avec un R. Ouais. Au pluriel, il y a évidemment un R dans le singulier aussi, mais il n'est pas, on ne l'entend pas, donc voilà. Voilà, un Maillard, des Maillards. Petit moyen mémotechnique. En tout cas, Eonwë récupère ses Silmarils, mais nous avons Madros et Maglor, dont on vous a déjà parlé, qui sont les 2 derniers descendants de Fëanor à ce moment-là. À ne pas confondre avec Magloire. Ah non, on l'a déjà fait aussi, ouais. Qui sont toujours à la recherche, donc qui avaient prêté serment pour que jamais les Silmarils ne rentrent en possession de quelqu'un d'autre que les fils de Fëanor. Ce qui avait mené à beaucoup d'horreur, hein, ce serment. Eh bien, ils sont encore vivants et ils sont habités par la volonté de récupérer les Silmarils, donc ils vont voler à Eonwë, au Maillard,
les Silmarils, sauf que, ne méritant pas ces magnifiques joyaux, habités d'une magie incroyable, eh bien, ça va les rendre fous de douleur en les tenant. Et donc Maedhros, fou de douleur, lui, il va se jeter dans une crevasse avec un Silmaril, donc crever et enterrer pour de bon un Silmaril. Et Maglor, lui, il va jeter son Silmaril dans la mer et errer le long des côtes de la Terre du Milieu, chantant sa douleur. On ne saura jamais ce qu'il advient de lui, mais le Silmaril aura été jeté dans la mer. Il les a récupérés où? Ils les ont récupérés Dans en le Valinor campement ou... d'Éonwë. Alors non, à mon avis, les campements en Terre du Milieu quelque part. Ok. En tout cas, j'ai pas l'info précise, mais je pense que ce sera toujours en Terre du Milieu. Bah oui, d'ailleurs, ils le jettent après l'avoir récupéré dans... De toute façon, ils ne peuvent pas, eux, étant des Noldor, ils ne peuvent donc pas c'est retourner... d'office en Terre du Milieu qu'ils les récupèrent, mais ils volent ça dans le campement d'Éonwë, voilà. Et Éonwë ne cherche pas à les récupérer, sachant que en fait, ça va les rendre fous. Et que effectivement juste après ils deviennent dingues et ils se suicident, ou en tout cas l'un se suicide et l'autre jette le Silmaril et finit par errer on ne sait où. Donc voilà le destin de ces Silmarils, ils ont été perdus tout simplement. J'espère que ça répond bien à ta question, Lily. Même si on pourrait, ceci dit, c'est une théorie, ce n'est pas validé par quelque instance ou par quelques textes, mais il serait imaginable qu'un des Silmarils qui a été jeté, notamment celui qui s'est retrouvé dans la crevasse, soit en fait l'Arkenstone que nous découvrirons plus tard dans le Hobbit. Ce n'est confirmé par rien, c'est une hypothèse qui pourrait être amusante à voir ainsi. Ça pourrait s'expliquer par le fait que du coup ce Silmaril se retrouverait dans les profondeurs d'une crevasse, pourrait se retrouver jusqu'à le magma qui se trouve dans la terre, et que ce magma, en se déplaçant, amène le Silmaril jusque dans les terres du Nord, à savoir vers Erebor, où il va être retrouvé par des nains, car ce Silmaril est encore si l'Arkenstone en était un, serait encore intact lorsqu'il est retrouvé par les nains. Et ça pourrait aussi s'expliquer par le pouvoir d'attraction qu'il a sur ceux qui le découvrent, ceux qui le possèdent, et par son incroyable beauté, comme il est décrit par Bilbon notamment. Donc voilà, on pourrait imaginer que ce Silmaril serait encore présent dans l'histoire de la Terre du Milieu plus récente. Est-ce que l'Arkenstone n'est pas officiellement dans l'univers de Tolkien le cœur d'une montagne, et que chaque montagne pourrait potentiellement en posséder une? Je n'ai pas la faux, mais j'aime bien cette théorie. J'aime bien aussi, mais si malheureusement il est mis noir sur blanc que c'est vraiment le cœur de la montagne, la théorie, mais bon là, désolé de... Julien, tu faire des ascenseurs émotionnels à nos auditeurs. Pas d'infos par rapport à ça. En tout cas, Julien, tu l'as précisé, ce n'est pas évidemment une théorie officielle. Non, pas du Tolkien n'a jamais fait ce lien. Ça se libre à chacun de le faire. En tout cas, on sait qu'il y en a un qui a été effectivement perdu dans les tréfonds de la terre, puisqu'il a été s'est jeté dans une crevasse. Après, il s'est peut-être jeté dans une crevasse au niveau du Beleriand. Donc le Beleriand qui allait se faire engloutir juste après, enfin qui s'est fait engloutir à la fin de cet âge. Donc finalement, il est peut-être simplement aussi au fond de la mer, comme se trouve l'autre. Voilà, en tout cas, encore merci Lily pour ta question. Et tu nous souhaitais une bonne année. Eh bien, bonne année à toi. Bonne et tu année. nous demandais aussi si on pourrait faire le Hobbit après le Seigneur des Anneaux. Eh bien, grande question, vaste question, nous verrons. Nous verrons. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire, mais en tout cas... Tonton Cliffhanger te laissera... On fera quelque chose. Attendre. Le Hobbit, c'est pas forcément ça qu'on fera, mais on fera quelque chose. Eh bien, question suivante. Alors, c'est une question d'Esteban. Alors, en 2 mots, c'est sur Instagram, c'est un commentaire qui nous a été laissé. Bonjour Julien et Fix et Cyril, j'aurais une question pour vous. J'ai cru comprendre que dans les livres, il était acté que de mettre l'anneau n'attire pas vraiment Sauron, en tout cas pas comme dans les films, vu que Sam le met en Mordor et n'attire pas l'attention de Sauron. C'est tout à fait vrai. Alors pourquoi le seul moment où il arrive à savoir où il est précisément, c'est à la fin quand Frodon le met avant qu'il ne soit détruit? Merci pour tout. Eh bien, merci à toi pour ta question, merci pour ton commentaire et le fait de nous écouter. Merci beaucoup Esteban. Alors, bonne question. Alors effectivement, la conception du fait que l'anneau attire Sauron et permet d'être localisé par Sauron est une fausse conception. C'est une conception qui vient des films, mais qui n'est pas dans les livres jamais, effectivement, puisque l'anneau est mis à plusieurs reprises sans jamais attirer Sauron, par Sam, par Frodon et même tout près de lui. On sait néanmoins qu'il attire quelque chose, ce sont les Nazgûl et les spectres de Nazgûl. C'est la seule chose qu'on sait qu'il attire, mais Sauron, effectivement, n'a pas la capacité de savoir où est son anneau. D'ailleurs, s'il le savait, mais il ne se tromperait pas en pensant que c'est Pipin qui l'a. Il aurait été le chercher chez Bilbon ou chez Gollum depuis longtemps. Les seuls qui ont la capacité de le sentir, il semblerait que ce sont les Nazgûl. J'ai fait quelques recherches là-dessus. On ne sait pas trop pourquoi. Des hypothèses qui sont données, c'est qu'effectivement, ils sont liés à l'anneau de manière très particulière, puisqu'ils ont été, par
leur anneau à eux transporté dans le monde des spectres, et que donc ils auraient une sensibilité à l'anneau. En tout cas, cette sensibilité est avérée puisqu'ils arrivent à le sentir. Mais alors la raison, c'est un peu flou, on ne l'a pas vraiment. Sauron, lui, ne l'a pas, cette capacité-là. Par contre, pour répondre à ta question, j'y réfléchissais. Pourquoi est-ce que Frodon est détecté au moment où il le met à la fin ? Eh bien, je pense que c'est pas parce qu'il le met, mais c'est parce que simplement il le revendique pour lui. Et comme il le revendique pour lui, il devient à ce moment-là le maître de l'anneau, le seigneur des anneaux, et ce qui lui fait dégager une force assez particulière que Sauron semble capable de détecter. Je pense que c'est ça la solution. Je sais pas si... C'est la réponse que j'aurais fournie aussi, et d'autant plus qu'il le fait à un endroit d'une importance cruciale, à savoir là où il a été forgé, là où son pouvoir est le plus brûlant, le plus puissant, et là aussi où sa chute est possible en un instant. Ouais. Et c'est là que, évidemment, tout apparaît à Sauron, fatalement, comme il était décrit dans ce chapitre-là. Et moi, ça m'amène une autre question, qui n'était pas dans le commentaire, mais qui me vient. Effectivement, Sauron revendique l'anneau. On sait que, d'ailleurs, Frodon revendique l'anneau, et on sait que donc, le fait de revendiquer l'anneau, à un moment, Sam est face à ce dilemme aussi. Il y a ça 2 chapitres, là, quand il est devant la tour, il a ces visions où il se voit revendiquer l'anneau, et donc avoir le pouvoir, etc. On le sait que c'est vrai, donc en gros, si on décide de revendiquer l'anneau, on peut avoir un certain pouvoir, contrôler des gens, vraiment atteindre une forme de gloire un peu énorme, qui finira par nous faire tomber dans les abysses et la mort, le monde spectral, etc. Et même à créer des dissensions énormes, etc. Mais ce qui veut dire que avant Frodon, personne n'a déjà revendiqué l'anneau. Est-ce qu'Isildur a revendiqué l'anneau ? Et est-ce que Gollum a revendiqué l'anneau ? Il dit quand même, mon trésor, mon précieux... Ouais, mais il ne l'utilise jamais. C'est le mien. Il n'est jamais fait mention d'une utilisation d'Isildur pour contrôler des armées, tu vois. Donc c'est vraiment une question à laquelle j'ai pas de réponse, parce que Gollum non plus, visiblement, ne revendique jamais vraiment l'anneau, sinon il aurait eu un pouvoir dément. Parce qu'on en a déjà parlé, Isildur ne va pas du tout à la montagne du destin avec Elrond comme dans les films. Non. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas... C'est entre nous qu'on a déjà parlé de ça. Ils ne sont juste pas au courant, en fait, du pouvoir que l'anneau a. Non. Et donc, pour eux, ils sont juste l'anneau, ils le gardent comme... Oui, bien sûr. Comme on aurait trouvé un truc sur un champ de bataille, on serait parti avec une belle épée, quoi. Et du coup, il y a probablement ce truc où lui, il a pris l'anneau, il est parti sur son cheval, et... Il n'a pas conscience de ce qu'il peut en faire. Voilà, après, en plus, c'est un anneau qui potentiellement le rend invisible, donc il y voit un intérêt, mais... Avec Sauron qui vient de tomber, et on a vu Gollum qui a passé 500 ans avec évidemment des modifications corporelles et compagnie, mais qui a l'air de bien se porter, il y a de grandes chances en fait que Isildur, lui, il a juste pris un bel anneau qui le rend invisible, il est monté sur son cheval, et voilà, il n'a pas pris conscience du pouvoir que ça avait. Après, c'est lui qui l'appelle mon précieux pour la première fois, il est à moi, etc. dans ses écrits, donc on sent qu'il a une forme d'attirance quand même pour cet objet, fatalement, puisque l'anneau, à mon avis, d'office, cette aura particulière. Mais effectivement, peut-être qu'il ne savait pas le pouvoir que ça pouvait lui conférer, et donc il ne savait pas comment l'utiliser. Peut-être là où Frodon le sait, en est conscient, et donc décide dans sa revendication de vraiment devenir le maître de l'anneau. D'autant plus que c'est aussi l'anneau influence Frodon dans sa manière de le revendiquer, car c'est un peu un moyen de défense pour l'anneau, qui a sa volonté propre, rappelons-le. L'anneau peut se séparer, c'est l'anneau qui décide de quitter Gollum. En tout cas, dans les écrits de Tolkien, c'est comme ça que ça se passe. L'anneau peut changer de forme pour se glisser d'un doigt ou pour y rester. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est tombé de la main d'Isildur, je crois. C'est que l'anneau l'a quitté. Il l'a abandonné pour trouver une façon de retrouver son maître et de s'éloigner. Et c'est la seule façon qu'il trouve, évidemment, dans la montagne du destin. C'est de redoubler de pouvoir au dernier moment pour corrompre Frodon, et la seule manière d'y parvenir, c'est que Frodon le revendique, et comme ça l'anneau pourra toujours exercer son pouvoir, à savoir le pouvoir. Oui, parce qu'il va quitter Gollum pour aller à Bilbon, pour aller en fait petit à petit se rapprocher à juste titre de Sauron, malgré tout, pour terminer à sa perte. Mais il a tenté avec Sam déjà à l'entrée du Mordor sans y parvenir. Oui, mais il a surtout, l'anneau a passé 500... Oui, plus ou moins 500 ans, 500, allez, je sais plus combien, 560 ans, un peu en mode battery saving, quoi, tu vois, à ne rien faire, justement, parce que pour lui, c'était pas le moment.
juste au moment où il décide donc il peut vraiment d'attirer décider en fait d'être Sméagol. un peu plus faible, et puis tout d'un coup de dire ok, j'essaie maintenant de faire le maximum pour que pour qu'on me retrouve, pour Ouais, mais il avait besoin pour ça que quelqu'un le revendique, en tout cas, pour que Sauron le détecte, puisque avant ça, personne. Ouais. Il essaye en fait de se faire revendiquer plusieurs fois, mais personne n'y succombe à part Frodon. Ah, bah oui, à part Frodon, tout simplement. Enfin, voilà, j'espère que ça aura aussi répondu à ta question. Merci beaucoup. Aux questions intéressantes, moi, ça m'a fait pas mal réfléchir. Je m'étais jamais vraiment posé cette question plus précisément. Eh bien, la dernière question maintenant, déjà, c'est une question de Skous. Alors, c'est plutôt une réflexion par rapport, en fait, à cette histoire de prophétie avec Éowyn et le roi d'Angmar, le roi sorcier d'Angmar, et cette fameuse prophétie qui dit qu'aucun homme ne pourra jamais le tuer, parce que Skous avait vu nous partage un mème qu'il a vu sur internet, un mème anglophone où on voit Éowyn dire no man can save me, puis après il y a le roi sorcier qui lui répond oui, en fait quand on dit no man on parle du peuple des hommes mais pas forcément des femmes, donc en fait la prophétie elle veut pas dire ça, etc. Oui, j'ai vu et du coup ce mème. Et du coup Skous nous demande qu'est-ce qu'on en pense, parce que c'est vrai que nous on a défendu le point de vue que non, la prophétie parle bien d'un homme au sens masculin, donc aucun homme ne pourra le tuer effectivement puisque c'est une femme qui va le faire. Et il nous demandait ce qu'on en pensait, parce que lui se ralliait plutôt à notre conception aussi, puisque c'est vraiment en anglais c'est no man, donc M-A-N. Donc la prophétie dit en anglais do not pursue him, he will not return to this land, far off yet in his doom, and not by the hand of man will he fall. Donc vraiment par la main of man, d'un homme, donc par la main d'un homme il ne tombera. Et donc Skous, comme c'est ça son nom sur Instagram, donc je sais pas comment ça se prononce, désolé, mais Skous était plutôt d'accord avec nous, et effectivement ne comprenait pas trop ce mème, et en fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le rejoins assez. Pour moi, la prophétie est assez claire. Je pense que quand Glorfindel parle d'un homme, il parle d'un homme au masculin. Sinon, pourquoi est-ce que Tolkien s'ennuierait à vraiment ressortir cette prophétie un chapitre avant, à en plus souligner par la phrase d'Éowyn en disant « Je ne suis pas un homme, je suis la fille de Théoden, etc. » Non, Éomund. Oui, je suis la fille d'Éomund, donc du Rohan, etc. Pourquoi est-ce qu'il irait s'ennuyer à vraiment mettre ça en exergue si vraiment... dans la prophétie, ça parlait du peuple des hommes. Parce qu'en fait, après, ce que dit le mème, c'est que si Éowyn arrive à le tuer, c'est parce que Merry a tapé un coup de dent et donc a cassé la liaison entre le roi sorcier et Sauron, et donc Éowyn est capable de le tuer. Mais pour moi, ça tient pas. Pour moi, ça c'est vraiment une idée qu'on peut se construire, mais jamais Tolkien n'a défendu cette idée. Et ce qui ressort des écrits, c'est vraiment no man en plus c'est même pas écrit avec une majuscule man, c'est écrit avec une minuscule, et qu'en plus elle lui précise qu'elle n'est pas un homme face à lui, donc ça me paraît incohérent de penser l'inverse. Je pensais également la même chose, avec peut-être la précision que pour qu'une femme, et en l'occurrence Éowyn, puisse achever le roi sorcier, il était écrit dans les plans de Eru et du destin qu'il fallait que le roi sorcier soit en disposition, on va dire en état de faiblesse, car Éowyn est grièvement blessé à ce moment-là. Il fallait que Merry arrive jusque-là par tout son cheminement, qu'il ait en sa possession une dague des Galgal, qui puisse blesser le roi sorcier, car ces armes avaient été faites pour blesser le roi sorcier d'Angmar et le diminuer dans ses pouvoirs. Et que seulement avec ces conditions-là, une femme, et en l'occurrence cela devait être Éowyn, pouvait vaincre le roi sorcier. C'est un peu à condition que, mais cela devait être Éowyn. Mais en fait, ça fait. Mais... Vas-y. Mais non, mais c'est pas par rapport. Parce que je rappelle quand on en avait parlé plus précisément, à l'épisode qui était consacré à ça, ce que je disais, c'est que la prophétie, c'est pas que une femme devait tuer ou un enfant. Ça devait être Éowyn. C'est Éowyn. Et en fait, ce que dit Glorfindel à ce moment-là, il dit le roi sorcier, vous verrez, ne sera pas tué par un homme. Et en disant ça, il dit Éowyn, il sera tué par Éowyn. Aucun homme ne peut le tuer, mais il ne sera pas tué par un homme. Il ne sera pas tué par un homme, effectivement. Ce qui est plus subtil.
par exemple ici, quand on reprend la traduction en anglais, le Witch King ne dit pas no man can kill me, mais il dit no living man may hinder me. Hinder qui veut plutôt dire interférer ou déranger. Ouais. Donc déjà, même s'il y a une prophétie qui a peut-être été prononcée à la base, si on va reprendre en tout cas le texte original, du moins dans la traduction anglaise, il ne répond pas en mode « Ah, il n'y a pas d'homme qui peut me tuer », il dit juste « Non, il n'y a pas d'homme qui peut s'opposer ». Pardon. Il dit donc qu'il n'y a pas d'hommes qui peuvent s'opposer à lui, et ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'avec la peur en fait, qu'il divulgue par son pouvoir, on le sait, peu d'hommes en fait, ont juste la capacité de se tenir devant lui et empêcher le roi sorcier de faire quoi que ce soit en fait. Donc déjà, c'est vrai que voilà, j'ai l'impression aussi que entre les traductions et entre ce que Glorfindel dit, lui, etc., avant même de se poser si c'est une question genrée ou pas, en fait, c'est déjà différent dans ce qu'il dit véritablement, quoi. Ouais, mais après, au vu de la prophétie de Glorfindel qui annonce ça des années avant, en gros qu'il ne sera pas tué par un homme, quand après il lui dit un homme ne peut pas interférer avec moi, ben justement, en fait, Éowyn, elle, fait référence directe à la prophétie en lui répondant je ne suis pas un homme. Elle, directement, c'est ouais, effectivement, aucun homme ne pourra interférer avec toi, mais ça tombe bien. Mais ça tombe bien parce que je n'en suis pas un. Ouais. Et moi, je vais pouvoir le faire. Ce qui est intéressant dans cette façon de dire, c'est que ça tombe il ne répond, le roi sorcier ne répond pas du tout en fait à la prophétie de Glorfindel. Mais lui ne la connaît même pas. Non, je crois c'est ça. Ou s'il la connaît, il l'a modifiée avec son ego et sa perception de la chose. Il ne la comprend pas comme Glorfindel l'avait annoncé, ou il ne la comprend pas comme elle va se réaliser, comme souvent avec les prophéties dans les œuvres. Le personnage qui est sujet de la prophétie ou un qui contemple la prophétie, et c'est ça qui fait souvent la beauté ou le côté tragique de la chose, il l'interprète, et quand on la voit se concrétiser, se réaliser, on se rend compte qu'en fait ça dépendait d'un certain point de vue et qu'elle est exacte, mais qu'elle est peut-être plus littérale ou moins littérale que ce qu'on pensait de prime abord. Quand on regarde par exemple avec Édipe, tu vois, un truc tout simple. Oui. En voulant l'éviter. Au final il l'a réalisé, sans le savoir. En fait, peut-être que même ni Éowyn ni lui n'ont besoin de connaître la prophétie à ce moment-là. Je suis même pas sûr qu'Éowyn ne la connaît. Connaît certainement pas. Sûrement pas, c'est simplement que Glorfindel se trouve a dit des années avant, vous verrez, il ne sera pas tué par un homme, et il se trouve qu'à ce moment-là, lui, il est face à quelqu'un qu'il pense être un homme, un soldat. Il lui dit mais il y a aucun homme qui peut me toucher puisqu'en fait je suis intouchable et je fais peur à tout le monde. Et elle lui dit en fait, je ne suis pas un homme. Je suis pas un homme. Et je précise juste qu'en fait, il dit ça parce qu'elle, en premier lieu, lui dit « Je vais m'opposer à toi pour ne pas que tu viennes manger le cadavre de mon oncle. » Et il dit « Non, il n'y a aucun homme qui peut s'opposer. » Voilà. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a tellement... Plus je relis, plus je regarde, plus il y a d'étapes en fait, qui fait que... En effet, je pense qu'ils ne sont pas spécialement au courant de cette prophétie, mais que Glorfindel fait clairement appel à Éowyn dans ce qu'il disait. Ici, je vois aussi des gens qui font... Je ne vais pas me relancer là-dedans, mais qui font quand même mention de l'attaque de Merry, qui est aussi important, voire pour certains et qui n'est pas un homme, il est un semi-homme, qui n'est pas un homme non plus, même si la dague ou l'épée de Galgal, qui certes est certainement l'artefact qui justifie que, mais il fallait que cet artefact se retrouve entre les mains d'une autre personne qu'un homme, en l'occurrence un semi-homme, et qui le blesse et ne le tue pas, une blessure à moitié, à semi. Mais je pense qu'on a fait assez le tour du bazar. En fait, c'est pas si compliqué. C'était juste pour répondre à ce même, en tout cas, qui n'a pas de sens en fait, n'a pas de sens effectivement. Le Witch King, c'est pour des gens qui n'ont pas lu l'œuvre, je pense, qui disent ça. Oui, le roi sorcier effectivement parle. En fait, il se pose pas la question de s'il parle des hommes en général ou pas. Le roi sorcier, il a un soldat devant lui et il dit aucun homme ne peut me tuer parce qu'il pense de prime abord, il pense que c'est un homme soldat. Et il dit en fait, je suis pas un homme parce que simplement elle n'est pas un homme. Mais ils ne sont même pas au courant de la prophétie, donc ils ne font aucune référence volontaire à la prophétie eux à ce moment-là. La prophétie, par contre, parle clairement qu'aucun homme ne fera. Il ne tombera pas dans la main d'un homme. Il ne tombera pas dans la main d'un homme. Et c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. Donc en fait, tout est juste dans ce qui se passe dans la scène, qu'elle soit dans le film ou dans le livre. Donc ce même n'est pas valable. Oui, c'est vrai. Voilà. Et écoute, de toute façon, même basé sur le film, et les films, on sait ce qu'on en pense. Non, je rigole. mais on sait aussi, j'en parlais à l'épisode précédent, que voilà, je crois que si on a envie de parler Seigneur des Anneaux maintenant, faites des références au livre, pas au film. En fait, plus je réfléchis, plus ce même n'a vraiment pas de sens. Si on prend la situation telle qu'elle est, le roi sorcier ne fait pas référence directe à la prophétie, tu l'as dit toi-même. Il ne dit pas ça, il dit aucun homme ne pourra s'opposer à moi, puisque elle lui dit juste avant, je vais m'opposer à toi, c'est tout. Voilà.
Mais ça a l'air facile de faire des prophéties. Moi, je vais en faire une maintenant. Je prophétise ceci. Je reviendrai. Très bien. Ok. Eh bien, merci. Vous ne savez pas quand, sous quelle forme? Est-ce que ce sera un homme qui reviendra ou est-ce que En tout cas, tu reviendras. Je reviendrai. Eh bien, merci en tout cas, Scous, pour ta réflexion, ta question sur ce même qui nous aura permis de réfléchir un peu plus profondément à cette prophétie. Et j'espère que ça t'aura aussi un peu répondu, un peu donné d'eau à ton moulin pour réfléchir encore à cette question. J'avoue que ça va nous relancer un gros débat. Ouais, mais en fait, Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Ouais. Finalement, quand tu regardes vraiment la chose dans l'ordre, il C'est y a une prophétie qui dit qu'il ne tombera pas de la main d'un homme. C'est autant un non-sujet que de dire Ouais. que les aigles devaient amener Frodon jusqu'à la montagne du destin. Ah. Et que Fly You Fool, c'était un code secret pour dire à la Ouais, communauté ouais, d'aller ouais. prendre les aigles. C'est du Non, mais même ça, niveau. C'est vrai on aime bien aller voir plein de trucs dans plein de trucs. Du même niveau que de dire, regardez dans les films, il y avait 3 aigles parce que Gandalf pensait que Gollum était vivant et qu'ils allaient le sauver. Non. Alors qu'il y a beaucoup plus À d'aigles. aucun moment, il n'y a rien qui se base là-dessus. Il y a beaucoup plus d'aigles dans les livres. Laisse Ouais. tomber. En tout cas, voilà, un grand merci pour vos questions, un grand merci pour vos messages, un grand merci pour vos interventions sur les réseaux sociaux. Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Oui, nous y sommes, nous y sommes. C'est la fin en effet de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un chapitre consacré au nouvel intendant du Gondor, la Dame du Rohan et le couronnement du roi Elessar. Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à partager ce podcast autour de vous. Encore un grand merci à nos généreux tipeurs. Un grand merci à vous toutes et à vous tous pour tous vos messages récents, pour nous souhaiter une bonne année, pour nous remercier pour notre travail, pour le dernier épisode qui vous a beaucoup plu dans la manière dont nous vous l'avons partagé. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.